Donc, bienvenue tout le monde. Bonjour et bienvenue à ce second volet, ce second webinaire de la série Enjeux et défis des entreprises fruitières de la relève, qui s'inscrit, on le rappelle, dans le cadre d'un projet de recherche-action qui est mené conjointement par l'équipe du Centre d'innovation sociale en agriculture et le Centre d'expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité. Donc, dans le projet de recherche que le webinaire ont été rendus possibles grâce à la participation financière du ministère de l'Enseignement supérieur. Je souhaite aussi remercier toutes les personnes qui nous ont envoyé des questions lors du dernier webinaire. Donc, nous espérons que vos réponses seront répondues. Sinon, n'hésitez pas à aller poser vos questions dans la section conversation ici du webinaire. Notez que le webinaire de la semaine dernière également a été déposé, évidemment, pour consultation ultérieure sur la page YouTube du Centre d'innovation sociale en agriculture. Donc, pour ce second volet, nos présentateurs Philippe Franquimbault et Geoffroy Ménard vous feront état des enjeux les plus récurrents relatifs à la main-d'œuvre. J'en profite pour vous rappeler qu'un dernier webinaire va avoir lieu la semaine prochaine, le 5 décembre, et celui-ci va aborder cette fois la question de la mise en marché. Donc, avant de passer la parole à nos chercheurs, voici quelques informations importantes. D'abord, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré afin de pouvoir le rendre disponible pour une écoute ultérieure. Donc, si nos animateurs préfèrent voir vos visages lors de la présentation, c'est toutefois une bonne idée, toutefois, de la fermer si vous ne souhaitez pas, par exemple, que les gens vous voient en train de déguster votre dîner. Ceci étant dit, après la présentation des résultats, une période de questions et d'échanges va suivre. Donc, si vous souhaitez, en cours de route, éclaircir peut-être certains points des propos qui vont être tenus, on vous suggère d'écrire vos questions tout de même dans le volet conversation. Il y a des gens de notre équipe qui vont pouvoir y répondre au fur et à mesure à celle-ci. Sinon, durant la période de questions, pensez également à activer votre caméra. Hein, c'est toujours plaisant de pouvoir voir à qui on s'adresse. On vous remercie bien sûr de votre présence et nous souhaitons, sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire. Merci beaucoup. Merci Kathleen. Donc, voici le plan. Bonjour tout le monde. Rebonjour, merci d'être là. Donc, voici le plan de la présentation là, pour aujourd'hui. Oups. Un petit retour sur la mise en contexte du projet. Un bref retour sur le portrait des entreprises qui ont participé à l'étude. Geoffroy va vous faire un retour sur le portrait là, des fermes qui ont été interviewées ou qui ont participé en fournissant leurs données. Si vous voulez le portrait complet, vous pouvez visionner là, l'enregistrement du premier webinaire où il y a plus de détails. Même chose pour la méthodologie du projet de recherche, c'est expliqué lors du premier webinaire. Donc, on ne va pas revenir sur ça aujourd'hui là, pour gagner un peu de temps. Donc, si ça vous intéresse de savoir un peu toute la méthodologie de recherche, allez revisionner le premier webinaire. Donc, suite à ça, aujourd'hui, notre sujet principal, c'est l'enjeu et les défis liés à la main-d'œuvre dans les entreprises fruitières. Donc, ça va être détaillé là, en plusieurs éléments, puis on finit avec une période de questions et d'échanges. Donc, pour la mise en contexte, on est dans le cours d'un projet de 2 ans. Le CISA et le CETAB ont fait ce projet-là en collaboration. Le projet s'appelle « Comment favoriser l'établissement, le développement et la pérennisation des entreprises fruitières de la relève agricole ». Donc, dans ce projet-là, on veut faire 2 choses. La première année, on s'est concentré sur faire une collecte de données pour faire ressortir les différents défis là, qui sont vécus plus spécifiquement par les entreprises fruitières. Donc, ce qu'on vous présente là, dans les 3 webinaires, c'est le résultat de cette étude-là. Dans l'année prochaine, en 2025, on va être plus à essayer de trouver des solutions, là, puis de co-construire des modèles ou des innovations qui pourraient venir pallier ou venir en aide à ces entreprises-là. Dans ce projet, on a des partenaires de recherche qui sont ceux que vous voyez à l'écran, le Créditao en Outaouais, la Corpo de développement de Saint-Camille, Culture Innov et le Motel agricole
de la MRC des Basques. Donc, je passe la parole à mon collègue Geoffroy. Il va vous faire un petit rappel là, de certains éléments au niveau du portrait des entreprises. Mon micro. On a essayé d'avoir un échantillon là, dans lequel on trouvait moitié-moitié des entreprises qui étaient une reprise d'entreprises existantes et des démarrages à neuf, mais bon, on a eu seulement deux entreprises là, qui étaient une relève. Donc, il faut avoir en tête là, que ce qu'on vous présente, ça vient essentiellement là, d'entreprises qui sont en démarrage. Donc, on a, en ce qui concerne la taille des entreprises en termes de superficie, vous voyez ici là, les barres indiquant la superficie de chacune des entreprises. Et à des fins là, de présenter certaines données là, selon la taille de l'entreprise, ben, on les a regroupées en 5 groupes. Comme vous pouvez voir ici, moins d'1 hectare, on en a 3, de 1 à 2 acres, pardon. 1 à 2 acres, 2 à 3 acres, 4 à 6 acres, on en a 5 dans chacune de ces tailles-là. Et on avait un petit groupe de 4 entreprises avec des superficies beaucoup plus grandes, là, de 15 hectares et plus. Maintenant, ben, étant donné que ça concerne quand même la main-d'œuvre, vous allez voir que l'essentiel de la main-d'œuvre est assuré par des propriétaires sur les entreprises. C'est environ moitié-moitié là, des entreprises à un seul propriétaire, 2 propriétaires, et 2 entreprises dans notre lot avaient 3 propriétaires. Quand on regarde comment ça se distribue selon la superficie des vergers, ben, on voit là, en pâle, c'est les entreprises à un propriétaire. Puis vers le plus foncé, là, à 2 ou 3 propriétaires, ben, les plus petites entreprises ont typiquement là, un propriétaire ou 2. Puis les plus grandes entreprises ont davantage de propriétaires. Donc, c'est ce à quoi on peut s'attendre. En ce qui concerne les fruits cultivés, on a recruté, là, on a mis une emphase particulière à recruter des entreprises dans le secteur des fruits émergents. Parce que c'est davantage là que les besoins étaient. On n'a pas fait exprès pour avoir une aussi grande diversité d'entreprises, mais ça donne qu'on a beaucoup de cultures couvertes là, dans notre échantillon. Donc, si vous voyez le nombre d'entreprises qui font parmi notre échantillon de 25 entreprises, qui fait chacun des cultures ici. Donc, les plus communes sont les plus courantes, là, la camerise en premier. Puis le raisin de table, si on reste dans les fruits émergents. Ensuite de ça, la mélange, l'argousse. Ici, on vous les présente en ordre d'importance en termes de nombre de parcelles. Si on les classe en ordre de superficie, l'ordre est légèrement différent. On avait une entreprise dans l'eau qui faisait, parmi d'autres fruits, du bleuet nain, donc sur une culture extensive, sur une très grande surface, qui vient un peu là, tirer la moyenne des superficies là, à la hausse. Et à gauche, je vous présente les moyennes de superficie des parcelles. Donc, parmi toutes les entreprises qui font de la camerise, par exemple, ben, la moyenne de superficie du verger de camerise est de un peu plus de 2 hectares et demi, presque 3. Mais typiquement, on a la plupart, le plus des 1,5 hectare environ là, pour des cultures de fruits émergents. Maintenant, on va aborder différents des enjeux liés à la main-d'œuvre qu'on a regroupés ainsi. Je te laisse la parole, Philippe. Merci. Donc, voici ce qu'on va vous présenter là, en termes de défis au niveau de la main-d'œuvre. On a regroupé ça là, dans 6 catégories, on va dire. Premièrement, on va parler un peu d'implication des propriétaires au niveau des tâches. On fait un petit profil de la main-d'œuvre qui va œuvrer sur les entreprises fruitières qu'on a interviewées. Défi recrutement, rétention de la main-d'œuvre, un aspect sur la productivité, les autres défis qu'on observe, puis les stratégies et solutions. Là.
Donc, un petit peu trop. Donc, ce qu'on remarque, c'est que ben, la première main-d'œuvre, c'est les propriétaires, surtout les premières années. On n'est pas nécessairement en production, donc les propriétaires vont assumer là, l'ensemble des tâches. Donc, un exemple des différentes tâches que les propriétaires vont avoir à faire, tout ce qui est l'administration de l'entreprise, la gestion des ressources des ressources humaines, pardon. Toute la gestion de la production, incluant les tâches là, au champ, taille, fertilisation, même avant la production, il y a plusieurs tâches là, en lien avec ça. Tout ce qui est de la mise en marché, etc., etc., etc. Fait on se rend compte, puis on le sait, là, les propriétaires ont souvent tous les rôles. Ensuite, ben, selon la rentabilité de l'entreprise, puis la taille, tout ça, ben, on va aller chercher de l'aide, on va commencer à engager, puis mais les propriétaires sont souvent les premiers là, à avoir pas mal d'implications. Ça, Geoffroy, tu veux-tu le présenter, puis après ça, j'enchaîne? Oui, ben on mentionnait que l'essentiel de la main-d'œuvre vient des propriétaires. On voit là, l'évolution au fil des années. À mesure que l'entreprise avance, ben c'est après quelques années, plus typiquement là, à partir de l'an 5 où les vergers vont commencer à être en production. C'est à partir de ce moment-là là, qu'on a tendance à engager un peu plus. Quand on parle de quelques dizaines d'heures, souvent, ça va être les bénévoles qui travaillent là, un si petit nombre d'heures. J'ai oublié de mettre en dessous là, le nombre d'entreprises qui constituent l'échantillon pour chaque année parce qu'il faut avoir en tête quand on regarde ces chiffres-là là, que nos entreprises n'étaient pas toutes démarrées la même année. On en avait qui étaient à leur en 2, d'autres qui étaient à leur en 10. Donc, plus on avance dans le temps, ben, moins on a d'entreprises là, qui sont rendues à cette année-là. On peut avancer, oui. Donc, Oui. ce que nous disent les propriétaires, la plupart considèrent qu'ils n'ont pas suffisamment de temps à consacrer à l'entreprise pour différentes raisons. Là, on a un emploi à l'extérieur, des fois c'est bon la conciliation travail-famille, il y en a qui sont aux études en même temps euh, du démarrage. Donc, ce que ça amène, c'est une surcharge de travail. La plupart se considèrent surchargés par le travail qu'il y a à la ferme. Ce que ça amène comme conséquence, c'est, bon, des fois moins de suivi agronomique au niveau des cultures, etc. Moins de temps pour accompagner et d'être aux soins des employés. Parfois, c'est même le développement de l'entreprise qui en est affecté au niveau des diversifications, des projets de transformation, par exemple, de développer différents canaux de mise en marché. Fait que ce qu'on remarque au final, c'est que des fois, l'entreprise n'est pas tout à fait rentable, on doit travailler à l'extérieur. Pour ça, vu qu'on travaille à l'extérieur, ben, on a moins de temps à consacrer à l'entreprise. Ça limite le développement de l'entreprise. Donc, c'est comme une espèce de petit cercle vicieux, là, des fois, qui est difficile là, de sortir finalement. Ce constat-là, je pense qu'il faut mentionner que ce constat-là s'applique principalement aux fermes qui sont en démarrage et aux propriétaires qui sont non retraités. Donc, ça s'applique peut-être un peu moins pour les projets de démarrage en production fruitière qui sont faits par des personnes à la retraite. Ce qu'on remarque aussi, c'est que les propriétaires à la retraite, souvent, l'enjeu de rentabilité n'est pas le même. Il y en a qui vont assumer des pertes. Ils vont faire un compromis, ils vont faire le compromis sur les pertes au niveau de l'entreprise versus les compromis sur la qualité de vie. Donc, c'est peut-être un peu différent la dynamique à ce niveau-là. Il y en a qui vont faire le choix de ne pas implanter des nouvelles espèces, pas diversifier. Ils vont garder ça à échelle là, où c'est réaliste, là, puis que ça reste le fun finalement, parce qu'ils ne dépendent pas de ce revenu-là pour en vivre. Il y en a aussi qui vont faire le choix de ne pas gérer de ressources humaines et de ne pas avoir d'employés pour les mêmes raisons. On va y revenir là, sur cet aspect-là aussi un petit peu plus tard dans la présentation. On a eu des discussions sur
Est-ce qu'on fait une distinction? Il y a des entreprises que c'est un peu plus un projet de retraite, entre guillemets, ou de loisir. Mais on a fini par ramener ça à une question de, ben, est-ce que, puis on a interrogé les producteurs là-dessus, est-ce que vous pensez que éventuellement vous allez réussir à vivre de votre entreprise et vivre de votre entreprise, comment on a définit ça plus précisément, mais pensez-vous pouvoir vous rémunérer décemment, éventuellement ou dès maintenant avec votre entreprise et est-ce que vous allez continuer de travailler ou pas? Donc, ça, c'est les réponses qu'on a obtenues sur 30 propriétaires qui nous ont répondu. Il y en a presque le 2 tiers qui, la ligne du haut, ne pense pas arriver à se rémunérer décemment uniquement avec les revenus de l'entreprise. Et là-dedans, ben, mais il y en a le quart là, qui on dit qu'ils n'ont pas besoin, ils n'auront pas besoin de travailler à l'extérieur, soit parce qu'ils ont des revenus de rente ou d'autres revenus passifs. Tandis que un peu plus du tiers pense arriver à se rémunérer décemment avec les revenus de l'entreprise. Et là-dedans, ben, il y en a plus de la moitié là, qui pensent pouvoir se permettre de cesser de travailler à l'extérieur et un peu moins que la moitié, le petit 15% ici, là, qui pensent ben, qui vont continuer par choix de travailler à l'extérieur, même si l'entreprise les rémunère décemment. Donc, on va parler un petit peu du profil de la main-d'œuvre. En résumé, bon, mais premièrement, en fait, il y a plusieurs entreprises, là, comme on a vu tout à l'heure, qui n'ont pas d'employés. Il y en a que c'est par choix. Il y en a d'autres aussi que c'est par manque d'argent, où ils ne sont pas rendus là dans le roulement de l'entreprise, ils ne sont pas capables d'aller dégager assez de revenus pour engager une personne. La main-d'œuvre locale, ça ressemble à quoi? Ben, essentiellement, c'est des emplois saisonniers pour la plupart. Il y en a qui ont des réguliers qui vont revenir là, année après année, mais pour la majorité, c'est des emplois saisonniers. Donc, ça va être des gens dans l'entourage, des gens proches. Des fois, c'est des adolescents qui sont en vacances l'été, qui viennent faire les récoltes, par exemple. Les retraités, c'est les meilleurs, souvent. C'est ce qu'on nous dit souvent. Ils sont disponibles, ils travaillent bien. Souvent, ils font ça plus pour pour s'occuper que pour le revenu. Donc, ils ont une autre façon d'aborder le travail. Donc, on nous dit souvent que les retraités, c'est les meilleurs. Les bénévoles aussi pour certaines corvées, mais il y en a des fois qui vont venir donner un coup de main là, de façon ponctuelle ou régulière, là, que ce soit les amis, la famille. Euh, les plus grosses fermes, il y en a qui vont faire affaire avec des travailleurs étrangers temporaires. Ça, on en a aussi. Puis, dans le cas de reprise, il y en a qui ont bénéficié d'accompagnement des anciens propriétaires. Donc, les anciens propriétaires vont rester là pendant 1, 2, 3 années comme employés pour venir aider là, à faire le transfert. Ça, c'est souvent bien apprécié là, de la part de la relève, là, évidemment. Je pense même à un exemple là, où d'une ferme qu'on a interviewée dans la première phase où il y a eu une transition assez longue. Là, je pense qu'il il y avait une personne qui était employée là. Elle a commencé par prendre 50% des parts pendant une dizaine d'années. Je pense que c'est resté comme ça. Puis éventuellement, la conjointe a racheté l'autre partie des parts de l'entreprise. Donc, puis ça a été super apprécié là, par l'ensemble de ces personnes-là là, de faire ça de cette manière-là. Mais pour notre échantillonnage, on en a très peu d'exemples étant donné qu'on n'a pas eu beaucoup de reprises, mais il y a des exemples intéressants à ce niveau-là. Tu peux continuer, Geoffroy. Oui. Est-ce que je te distrais? Pas de problème. Donc, on a dit que c'était pas toutes les entreprises qui avaient des employés. Il y en a environ la moitié qui ont des employés rémunérés.
La plupart, cela dit, là, on n'inclut pas les bénévoles là-dedans. La plupart ont un emploi, ne serait-ce que minime, là, de bénévoles, souvent la famille, les amis. Mais bon, ici, je vous présente à gauche, selon la taille de l'entreprise, là, lesquelles ont des employés. En rouge, c'est celles qui n'en ont pas. Et en gris, celles qui en ont. Donc, les entreprises, c'est pas mal moitié-moitié partout. Par contre, les entreprises plus grandes, comme on voit dans le graphique à droite, ont davantage d'employés. Donc, ça va de 3 employés environ là, pour les plus petites fermes jusqu'à une moyenne de 12 là, pour les plus grandes, les entreprises entre 4 et 6 acres, jusqu'à un maximum de 22 dans notre entreprise avec le plus d'employés. On a un petit nombre d'entreprises qui ont peu d'employés là, parmi celles qui ont 15 acres et plus. Généralement, c'est des cultures là, qui ont une certaine mécanisation, soit la camerise, dont les fruits vont à la transformation, le bleu hénin, par exemple. Phil vous a parlé un peu des différents types là, de travailleurs. Ben, disons, deux groupes relativement distincts, là, c'est les travailleurs étrangers temporaires et les employés locaux. Donc, c'est quand même, là, pour la plupart des travailleurs autres que les propriétaires sur la ferme, de 2 tiers sont des employés locaux. Les travailleurs étrangers temporaires sont un peu plus rares, seulement 3 fermes parmi notre échantillon en emploi, comme vous pouvez voir dans le graphique à droite. Sinon, environ la moitié là, des fermes emploient des employés locaux, puis un bon 2 tiers des bénévoles. On voulait avoir un portrait un petit peu plus précis du type d'employé. Donc, j'ai proposé là, la typologie suivante à nos répondants. Donc, puis en ordre d'importance, là, voici ce qu'on retrouve sur les fermes. Donc, des travailleurs agricoles spécialisés, typiquement quelqu'un qui a un diplôme en agriculture, de l'expérience, puis c'est un peu sa carrière qu'il fait. Les travailleurs étrangers temporaires, un travailleur local non spécialisé. Donc, un adulte qui fait ça sans nécessairement là, qui a étudié là-dedans. Bon, un jeune qui a un emploi d'été, les retraités, les étudiants stagiaires, donc qui sont là pour l'apprentissage, et des membres de la famille qui sont rémunérés. Donc, c'est quand même assez vaste. Puis, ça, ce que je vous présentais à gauche, c'était en termes de nombre. Sur le nombre de travailleurs total de tout notre échantillon. Maintenant, à droite, donc le graphique de gauche correspond aux bandes grises. Ce que je veux mettre en évidence là, en vous présentant ça, ben, les bandes vertes, c'est le nombre d'heures totales dans tout notre échantillon accompli par ce type de travailleurs-là. Et en rouge, on a le nombre de fermes qui en emploient. Donc ici, c'est classé là, par la prévalence là, en termes de nombre de fermes qui en emploient. Donc les propriétaires viennent en premier, bénévoles qui sont très courants. Mais quand on regarde en vert le nombre d'heures réalisées, bien, on se rend compte que les travailleurs agricoles spécialisés et les travailleurs étrangers temporaires sont de loin là, ceux qui ont la plus grosse importance en termes de prise en charge du travail qu'il y a à faire sur la ferme en termes de nombre d'heures travaillées. Donc, les bénévoles, presque toutes les fermes en ont, mais en termes de travail accompli ou d'importance pour la ferme, ça demeure quand même faible. Et ce sont les travailleurs spécialisés et les travailleurs étrangers temporaires là, qui vont assurer finalement les opérations sur la ferme, mis à part des propriétaires, évidemment. On a voulu regarder là, aussi, bon, qu'est-ce qu'ils avaient comme expérience et comme formation. À gauche, on vous présente celui de nos propriétaires. Donc, le groupe de bord de gauche, c'est ceux qui n'ont pas de formation agricole. Et le groupe de bord à droite, ceux qui ont une formation agricole. Et les différentes barres à l'intérieur de ces groupes-là sont les années d'expérience, donc de 0, barre pâle à gauche, à plus de 8 ans, barre foncée à droite. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même un assez grand nombre, presque la moitié là, des propriétaires qui n'ont ni expérience ni formation.
la grande barre pâle à gauche complètement. Tandis que parmi ceux qui ont une formation, ben, ça varie quand même. On a un certain nombre là, de propriétaires d'entreprises qui sont très bien formés et qui ont plusieurs années d'expérience agricole. Puis ça, c'était avant de démarrer leur ferme. En ce qui concerne les travailleurs, ben, encore là, les pâles représentent le moins grand nombre d'années d'expérience. Là. Le trois quarts des travailleurs n'avaient pas d'expérience agricole avant de travailler sur la ferme. Et quand on regarde une formation spécifiquement horticole, donc en horticulture, en production fruitière, ben, c'est environ la moitié, ça j'imagine. Camille, tu peux peut-être me confirmer, c'est parmi ceux qui ont une formation. Donc, environ moitié-moitié là, ont une formation spécialisée en horticulture. Philippe? Donc, parlons maintenant des défis au niveau du recrutement et de la rétention de la main-d'œuvre. Donc, ce ne sera pas une surprise, mais les entreprises fruitières vivent des défis là, liés au recrutement et à la rétention, comme dans à peu près tous les secteurs, là, même pas juste en agriculture en ce moment, avec le contexte. C'est difficile de trouver de la main-d'œuvre, encore plus difficile de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Ça bouge beaucoup d'une saison à l'autre. Certaines entreprises doivent réengager là, chaque année des employés. Ce qu'on remarque aussi, selon les dires des entrepreneurs et des conseillers, que les employés sont de moins en moins fiables. Le travail est difficile, répétitif, on le sait, des petits salaires en agriculture, donc c'est des éléments peut-être qui peuvent jouer sur le recrutement et la rétention. Bon, on est dans un contexte, comme on vient de dire, où il y a un manque de main-d'œuvre là, dans à peu près tous les secteurs. Donc, quand en plus on offre des petits salaires et des travaux difficiles et répétitifs, ben c'est difficile d'être compétitif. Et que ça devient un défi supplémentaire là, au niveau du recrutement. Euh, Plusieurs personnes nous expliquent que d'avoir à recruter des employés chaque année, c'est beaucoup de temps. C'est une charge mentale qui devient assez lourde là, pour certains propriétaires. Donc, ça devient un défi, là, des fois, particulier là, pour certaines entreprises. On remarque aussi une corrélation entre la proximité géographique d'un grand centre et l'accès à la main-d'œuvre. Bon, ça s'explique par la démographie qui est plus grande, accès à un plus grand pool de personnes. L'accès au logement aussi est plus facile, donc les personnes peuvent plus facilement se déplacer, là. Donc, les personnes qui sont près des grands centres ou d'une ville semblent avoir plus de facilité là, à recruter de la main-d'œuvre. Tu peux continuer, Geoffroy, après c'est toi qui embarques. Oui. On a demandé à nos entrepreneurs où est-ce qu'ils recrutent leurs employés. Facebook est ce qui est revenu le plus souvent. Et en deuxième, là, les journaux, les babillards locaux, de façon égale, le bouche à oreille. Puis ensuite de ça, ben, il y a divers, je les ai regroupés là, sous organisation de recrutement, mais on m'a nommé les guichets emploi, l'UPA, les Carrefour Jeunesse Emploi ou l'organisme ferme pour les travailleurs étrangers temporaires. Et deux ont mentionné là, recruter auprès d'une institution d'enseignement spécialisée en agriculture. On leur a demandé aussi ben, qu'est-ce qui est attirant chez vous pour des travailleurs. On a laissé ça, là, ben, on a donné des exemples, mais on a laissé la question ouverte. J'ai regroupé les réponses dans ces différents éléments-là. Donc, ce qui était plus l'ambiance ou le milieu le plus social de la ferme, c'était ce qui revient le plus souvent, 5 mentions. Ensuite de ça, ben, l'originalité de la production, soit que c'est un fruit rare ou le fait d'être dans les fruits émergents ou d'avoir un mode de production bio ou différent en permaculture, par exemple. Ensuite de ça, ben, la qualité du site, soit le paysage ou la proximité. La rémunération a seulement été évoquée 2 fois, puis sinon, ben, flexibilité d'horaire ou les méthodes de production spécifiques.
Donc, on a essayé de regarder combien la rémunération ressemblait à quoi sur les fermes. Ça varie quand même assez. À gauche, je vous montre les masses salariales. Donc, ça va beaucoup varier là, en fonction de la taille de la ferme, évidemment, mais au sein même de fermes de taille similaire, on avait un nombre d'employés, un nombre d'heures réalisées par les employés là, qui variait beaucoup. Donc, conséquemment, la masse salariale va varier beaucoup. Euh, et on a regardé, ben, OK, selon le type d'employé, là, qu'est-ce qui est offert comme salaire. Et ben, ce qu'on peut voir, c'est que la main-d'œuvre locale, là, généralement, ça va être autour de 20 de l'heure qui est offert, tandis que les travailleurs étrangers temporaires, plus autour de 16. Donc, je pense que on parle de particularité au niveau des entreprises fruitières. Le plus gros défi de recrutement au niveau de la main-d'œuvre pour les entreprises fruitières, c'est lié au fait qu'on a vraiment des pics de production. Donc, si on pense aux récoltes, par exemple, parfois, on a besoin d'avoir, on n'est pas capable de faire les récoltes tout seul, on a besoin d'employés. Il y a même des fermes là, avec qui on a discuté qui nous disaient avoir besoin là, de 25-30 employés seulement pendant la période des récoltes. Donc, pour quelques semaines, on doit trouver 25-30 personnes. C'est un défi de taille. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est majeur. Puis dans les entreprises fruitières, c'est les espèces de pics là, où on a besoin de la main-d'œuvre. Pour la plupart des entreprises, l'ensemble des opérations de gestion ou même de suivi phytosanitaire, etc., les propriétaires vont être capables d'assumer les tâches. Quand on arrive dans les récoltes, c'est un autre défi. Certaines vont engager pour la taille l'hiver, mais c'est plutôt rare aussi. C'est vraiment au niveau des récoltes là, qu'on a des défis. Euh, Parfois, on n'est pas capable de trouver la main-d'œuvre dont on aurait besoin. Ça occasionne des pertes de rendement chez certaines entreprises. Des fois, les fruits sont carrément laissés au champ là, parce qu'on n'est pas capable d'aller les récolter là, à temps. Puis, ça va être tout simplement laissé là. Donc, ça, c'est vraiment un élément important quand on parle de défis de main-d'œuvre pour les entreprises fruitières, là, ces espèces de pics de production-là là, qu'on voit arriver pendant des pics de besoins pendant les récoltes, particulièrement. Euh, À moi. ouais. On va On va essayer de parler un peu de productivité. C'est quelque chose qu'on voulait aborder, bien que c'est pas facile à étudier. Euh, donc, on va vous montrer ce qu'on a réussi à obtenir comme information là, concernant la productivité du travail. On a demandé à nos entrepreneurs comment ils percevaient leur propre productivité et la productivité de leurs employés. Donc, on leur a demandé là, de classer le rendement de chaque travailleur selon qu'ils le perçoivent comme faible, moyen ou élevé. Pour arriver à ces constats-là, donc, à gauche, là, je classe plus ou moins en ordre là, de productivité les différents types d'employés. Donc, les propriétaires, généralement, estiment leur propre rendement élevé, mais peut-être le tiers là, s'estime d'avoir une productivité moyenne. Maintenant, tous les travailleurs étrangers temporaires sont jugés avoir un rendement élevé. Et les autres, c'est souvent là, un rendement moyen estimé. Euh, Moitié ou tiers, là, un rendement élevé selon là, travailleurs agricoles spécialisés, même bénévoles ou la famille. Un peu drôle, la famille rémunérée, l'espèce de polarisation là, dans la perception de le rendement par les propriétaires. Maintenant, on a repris les mêmes informations, on les a classées là, selon que le travailleur avait de l'expérience et de la formation. Donc, à droite, les 4 premières barres, c'est pour ceux qui sont sans formation. Et en bas, ceux qui avaient de la formation. Et ensuite de ça, ben,
les 4 bases, c'est les années d'expérience agricole. Donc, ce que je conclus de ça, c'est qu'il ne semble pas y avoir tellement là, de liens évidents entre la perception, en tout cas, que les employeurs ont de l'ensemble des travailleurs, là, selon qui sont, selon que l'employé, le travailleur est formé ou a de l'expérience. Mais comme j'ai mentionné au dernier webinaire, on a remarqué que les gens qui sont formés et expérimentés semblent avoir une évaluation un peu plus sévère des rendements attendus et de la productivité. Donc, ça joue peut-être un peu là, au niveau de ces résultats-là. Bon, pour ce qui est de la charge de travail, j'avais déjà un peu abordé ça au début, mais ici, si on prend, c'est pour vous montrer là, que l'ensemble vraiment des travaux de la ferme, globalement, là, est réalisé par les propriétaires là, à raison là, du trois quarts environ. Ça, c'est l'ensemble des heures réalisées dans notre échantillon. Donc, toutes fermes confondues. Et à gauche, ce qu'on voit, c'est par taille de ferme. Donc, les mêmes données. On a encore là, largement un travail réalisé par les propriétaires, même sur les fermes de plus grande taille. Donc, lors des entrevues, on a aussi questionné les entreprises sur est-ce qu'ils jugeaient qu'ils avaient assez d'employés ou assez de temps pour effectuer les tâches liées aux entreprises. C'est un défi, tu sais, pour plusieurs. La plupart aimeraient avoir de l'aide des employés pour alléger. Le défi, c'est d'avoir, bon, à chaque étape ou grandeur d'entreprise, l'espèce de sweet spot là, où on a le bon nombre d'employés pour effectuer les tâches. Donc, ça, c'est un défi. Parfois, on aurait besoin d'avoir un employé là, pour se sortir un peu la tête de l'eau. Pour pouvoir payer cet employé-là, ben, il faudrait augmenter le chiffre d'affaires. Donc, pour augmenter le chiffre d'affaires, on va augmenter la production. Donc, plus de charges de travail. Donc, est-ce que là, des fois, il y a une espèce de dilemme qui s'installe? Est-ce qu'on augmente pour pouvoir avoir un employé? Donc, trouver l'espèce d'équilibre, là, c'est vraiment un défi. Bon, c'est pas propre aux entreprises fruitières. En agriculture, là, plusieurs entreprises vivent ça, mais on l'a vu, là, plusieurs nous en ont parlé de ça. Donc, c'est sûr qu'il y a aussi un lien avec l'évaluation de la charge de travail, hein. Ça revient souvent, surtout lorsqu'on fait bon, les plans d'affaires, tout ça, mais on a souvent tendance à sous-estimer la charge de travail, là, tu sais, globalement. Mais en lien avec bon, ce qu'on discutait, il y a plusieurs projets là, qui sont tu sais, des projets d'expansion ou qui sont ralentis aussi à cause du manque de main-d'œuvre. Donc, tu sais, c'est vraiment une espèce de roue là, on aimerait augmenter, développer l'entreprise, on manque de monde pour faire les tâches. Donc, c'est un défi là, de trouver l'équilibre là-dedans, là. On a essayé de voir, de comparer la charge de travail par culture. Là, je reboot le PowerPoint parce que j'ai ajouté une diapositive tout à l'heure qui va venir tout bientôt. Donc, oui, c'est ça. Pour chacune des cultures que nos entreprises faisaient, ben, on leur a demandé combien d'heures sont consacrées annuellement dans la dernière année à la culture en question. On a ramené ça par hectare sur la superficie cultivée, ce qui nous donne un nombre d'heures par hectare. Et on voit là ici nos résultats, on a quand même une grande variabilité. Il faut garder en tête qu'il y a un petit nombre d'entreprises pour chacune des. J'ai pas pensé, j'aurais dû ajouter là, indiquer le nombre dans chacun. Mais bon, on a un maximum là, de 5-6 entreprises là, dans le raisin de table, par exemple. On en a 6, dans les Camerise, on en a 7.
Les autres, c'est un maximum de 3 ou 4 entreprises, plusieurs seulement une. La petite ligne là, que vous voyez là, qui dépasse de la barre, c'est l'écart type, qui est souvent quand même assez grand. Puis quand il n'y en a pas, c'est parce qu'il y a seulement j'allais dire seulement une entreprise qui le fait. Je ne sais pas pourquoi il le manque sur le raisin de table. Ah, la ligne est dedans. Ouais, en tout cas. Tout ça pour dire grande variabilité. Fait que c'est dur là, de dire que c'est des cultures qui nécessairement demandent beaucoup plus de temps, mais quand même, la pomme comme arbre fruitier qui requiert beaucoup de taille, beaucoup de soins, on s'en doute. Le raisin de table aussi, la taille qui peut être longue à faire, les feuillages, etc. Euh, mais tout ça pour dire, c'est cohérent avec les informations qui sont difficiles à trouver sur le temps qu'on doit calculer quand on se démarre une entreprise, quel temps on doit consacrer là, à chaque culture. Les références sont jamais très claires ou précises là-dessus. Puis ben, quand on essaie de l'étudier, on demande aux entrepreneurs combien de temps qu'ils mettent. Ça a tendance à varier vraiment beaucoup comme ça. Euh, Ici, on leur a demandé, bon, à partir de quand la saison commence et quand elle finit. Donc, entre les dates, là, on a finalement mesuré le nombre de mois consacrés à la production pour chacune des cultures. Et typiquement, c'est autour de 6 mois. La mélange, c'est celle qui est ressortie là, avec le moins de temps consacré. Curieusement, le sureau là, avec le plus grand nombre de mois. Donc, certains éléments qui peuvent nuire à la productivité des travailleurs. Bon, premièrement, le design du verger. On ne pense pas nécessairement toujours en termes d'efficience et d'optimiser le travail des ouvriers. Là, quand on aménage notre verger, on va penser à la pente, à l'orientation, aux espacements, tout ça. Je pense à Jean-Martin Fortier là, qui est devenu maître là, dans l'art de optimiser, que le moins de pas possible, tout est proche, tout ça. On n'a peut-être pas encore bien développé cette approche-là là, dans le design des fermes fruitières, donc ça pourrait avoir un impact. Par exemple, c'est la proximité des bâtiments de conditionnement, combien de temps on doit faire entre la récolte et le bâtiment ou les chambres froides, etc. Euh, Aussi, certaines culture ou comment, encore une fois, le verger est designé, ça joue sur le potentiel de mécanisation de certaines opérations dans certaines cultures. Donc ça peut jouer aussi sur la productivité, puis l'efficacité de la main-d'œuvre. Bon, le manque de formation et d'expérience chez la main-d'œuvre. L'ambiance générale aussi, qui peut avoir à la ferme, là, entre l'équipe de travail, tout ça, ça peut jouer sur la motivation. Puis probablement là, un paquet d'autres facteurs, mais voici quelques éléments là, qui ont été ressortis. Un constat intéressant aussi, c'est qu'il y a certaines tâches qui ne sont jamais ou très rarement déléguées par les propriétaires. Des tâches plus importantes, là, on pense à la taille. Certains, on va avoir beaucoup de difficultés à laisser des employés aller tailler leurs arbres fruitiers ou leurs arbustes. On a toujours une crainte là, par rapport à ça, là. Donc, ça peut jouer aussi. Ouais, ça, c'est le graphique que je viens d'ajouter. Parce qu'on essaie de mesurer l'enjeu que représente la productivité du travail. Donc, j'ai regardé là, les valeurs des ventes que les entreprises nous ont données, les valeurs totales là, de vente de fruits pour l'entreprise, ramenées par heure travaillée totale dans l'entreprise, qui nous donne là, une espèce de valeur générée par heure travaillée. On peut voir qu'il y a quand même un assez grand écart, mais bon, au sein de chacun de nos échantillons là, qui regroupent un petit nombre de fermes, on a des chiffres qui se ressemblent. Donc, les 3 barres, là, c'est la petite, c'est le plus petit chiffre qu'on a, au milieu, la moyenne, puis la grande barre, c'est le chiffre maximum qu'on a. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que ben, ça va de
15 à 25 en moyenne, donc de dollars de vente générés par heure travaillée. Quand la main-d'œuvre coûte 20 de l'heure et qu'elle rapporte grosso modo autant qu'elle coûte, ça laisse plus grand marge. Ça génère pas assez d'argent finalement pour payer les autres coûts de l'entreprise. Cela dit, j'ai pas. Je viens juste de penser à faire cette analyse-là. J'ai pas trié. Là, on aurait dû le faire pour la maturité des vergers, mais on va parler plus de cet enjeu-là aussi là, au prochain webinaire sur la mise en marché. Puis, une des raisons que je présente ça, c'est que souvent, quand l'entreprise va se demander est-ce que j'augmente ma production, est-ce que j'engage finalement pour prendre de l'expansion, puis est-ce que l'argent que je vais générer va être plus profitable ou si tout va aller à la rémunération des employés, ben, c'est en faisant ce calcul-là des dollars générés par heure travaillée qu'on va être capable de déterminer si l'expansion est une bonne décision. Parce que dans le fond, si on double nos heures travaillées et on triple notre production, ben clairement, ce ratio-là va augmenter suite à notre expansion. Donc là, c'est profitable. Mais c'est ce qui peut arriver si, c'est probablement le cas, s'il y a un certain nombre d'heures de travail fixe dans l'entreprise. Donc, je pense que c'est une donnée là, qu'on doit avoir en tête en tant qu'entrepreneur quand on se pose des questions si l'expansion vaut la peine. Maintenant, il faut aussi considérer que si nos volumes augmentent, la mise en marché sera peut-être plus nécessairement le même. On va peut-être devoir vendre en semi-gros, avoir des prix moins bons. C'est une équation qui est assez complexe, mais tout ça pour dire, bref, ce chiffre-là là, du dollar généré par heure travaillée, il est important, il est à avoir en tête dans nos réflexions sur l'échelle que devrait avoir l'entreprise. Je te laisse continuer, Phil. Merci. Donc, voici d'autres défis qui ont été soulevés là, lors des entrevues. Bon, le fait que la main-d'œuvre, on en a discuté, mais le fait que la main-d'œuvre est rarement formée et expérimentée, donc ça devient une charge supplémentaire aussi de former ces employés-là. Les besoins en main-d'œuvre qui, des fois, arrivent avant les revenus. On a besoin d'aide là, pour certaines opérations. Pour démarrer la ferme, on n'a pas encore de revenus parce qu'on ne produit pas. On en a discuté tout à l'heure aussi, la charge de travail qui est élevée en agriculture. Là, c'est bien rare qu'on parle de semaines de 35 heures semaine. La charge de travail supplémentaire, la fatigue, le stress, des fois qui est causé par le manque d'employés ou le manque de fiabilité des employés. Au final, ça retombe sur les propriétaires. Des fois, il y en a qui ont des enjeux pour loger ou transporter les travailleurs saisonniers ou les travailleurs étrangers. Certaines cultures qui prennent beaucoup de temps là, à récolter. On a une petite citation en bas, là, la récolte, c'est long, c'est difficile, il fait chaud. Puis on remarque, encore une fois, souvent une sous-estimation de la charge de travail. Je le dis souvent, mais ça revient souvent. Maintenant, ce qui est évoqué comme stratégie, solution que les entreprises utilisaient pour pallier au manque là, d'employés ou à ces défis-là. Bon, l'autocueillette, il y en a qui se tournent vers l'autocueillette. Le fait de ne pas avoir d'employés, on se dit on va faire récolter par les gens qui viennent acheter. Ça peut être une avenue. Il faut faire attention, par contre, ça peut être un piège aussi. Là, ça ne veut pas dire que parce qu'on fait de l'autocueillette, qu'on n'aura pas à aller dans les champs, qu'on n'aura pas de récolte à faire. Il faut aussi gérer ça, l'autocueillette. Donc, des fois, ça prend aussi des employés pour gérer l'autocueillette, tout dépendant de la taille, mais ça peut être une avenue. La mécanisation de certaines opérations, comme les récoltes, par exemple, dans le cas de la camerise, par exemple, ou des cultures qui sont très longues à récolter. Le kiosque libre-service, il y en a beaucoup qui se tournent vers ça de plus en plus. Le fait d'avoir un kiosque là, où on laisse des fruits, une machine pour payer ou une petite caisse. Comme ça, on n'a pas à payer quelqu'un qui tient un kiosque toute la journée. Il y en a qui font affaire aussi avec des organismes de glanage. J'ai résumé ça à c'est ponctuel, c'est satisfaisant, mais c'est marginal. Donc, ceux qui le font sont satisfaits. Mais souvent, c'est très ponctuel, puis ça reste marginal par rapport à l'ensemble des tâches là, au niveau de la récolte.
Il y en a qui font des corvées en famille, fait que les bénévoles, là, justement, avec les proches, etc., pour les grosses corvées d'implantation, taille, tout ça. Avoir une meilleure organisation de travail, donc aussi faire des implantations progressives des cultures, y aller progressivement, développer l'entreprise tranquillement, y aller à la mesure de nos capacités, choisir des moments clés pour certaines opérations, hein, qui donnait l'exemple, faire notre désherbage à l'automne quand les récoltes sont terminées. Choisir des cultures, des variétés pour étaler un peu le calendrier de production. Donc, affaiblir un peu les pics là, de récolte, moins de culture, moins d'hectares de chaque culture, mais plus de diversité. Offrir des possibilités d'avancement dans l'entreprise, même des possibilités d'intégrer l'entreprise éventuellement, ça peut être une source de motivation pour les employés à revenir d'année en année. Il y en a qui vont justement former la main-d'œuvre sur place puis les payer, prendre le temps de bien les former en les payant sur place. Le prêt de travailleurs étrangers, ça pourrait être une solution. C'est illégal pour le moment. On n'a pas le droit de faire ça, mais ça pourrait être une avenue éventuellement. Il y en a qui vont avoir recours à des agences pour les travailleurs étrangers ponctuels. Donc, des besoins ponctuels, on demande un nombre d'employés, puis là, ça va être via le biais d'une agence. Aller chercher des stagiaires dans les DEP, les DEC ou en agriculture ou à l'université. Bon, les bénévoles, les retraités, ça revient. Les coops d'utilisation de main-d'œuvre agricole, de main-d'œuvre, ça a été évoqué souvent dans les entrevues, mais ça ne semble pas être mis en place dans la plupart des secteurs ou pas du tout utilisé. Donc, peut-être que c'est quelque chose à développer. Recruter des personnes vivant avec des limitations à l'emploi dans le cadre de programmes d'intégration socio-professionnelle comme on a un bel exemple ici avec le projet Osiris là, à l'INAB. Il y en a qui font, on a eu des exemples aussi de fermes qui ont été vers ça puis qui ont été bien satisfaits. Sinon, ben, tous les programmes d'aide plus financiers, emploi d'été Canada, Agri-Stabilité, tous les Agri-Investissement, Agri-Job, il y en a qui ont été vers ça. Donc, quelques pistes de solutions ou de réflexion là, en guise de conclusion. Il y a plusieurs répondants qui souhaitent conserver l'entreprise à l'échelle des propriétaires, donc ils ne souhaitent pas avoir d'employés. Il y en a qui évoquent un malaise à l'idée d'avoir des employés, d'avoir une certaine relation de pouvoir. Je dirais que c'est davantage présent chez les jeunes. Donc, il y a ça. Donc, ces gens-là préfèrent l'idée d'avoir des partenaires d'affaires plutôt que d'avoir des employés à leur charge. La coopération aussi, c'est quelque chose qui est évoqué souvent, mais on ne voit pas beaucoup de coopératives dans les fermes fruitières. Est-ce que c'est un modèle qui sera à développer? Peut-être. Un aspect intéressant aussi, c'est que les employés qui reviennent d'année en année, on remarque qu'ils ont souvent développé un sentiment d'appartenance à l'entreprise. Ça, ben, il y avait plusieurs conseillers qui nous en parlaient, que certaines fermes sont particulièrement efficaces pour garder leurs employés, puis ça réside souvent dans le fait qu'ils les traitent aux petits oignons, ils sont fins, puis ils les impliquent dans l'entreprise. Ils sont pas, c'est des employés, mais ils ne sont pas nécessairement juste considérés comme des doers. Donc ça joue beaucoup. Essayer de développer plus de collaboration, de partenariat, donc partage, mutualisation d'équipements, partage de main-d'œuvre, etc., etc. Les événements thématiques, là, les colloques, etc., le réseautage, souvent, c'est super bon parce que ça permet aux entreprises de discuter de leur réalité, mais aussi des fois de faire de développer des partenariats là, lors de ces événements-là. Je termine avec ça. C'est pas ressorti nécessairement dans les données, mais la taille ou le manque ou l'absence de taille des plants, là, ou la conduite des plants, ça revient quand même. Puis plusieurs conseillers qui nous en parlaient, il y en a beaucoup qui ne le font pas. Ou qui ont peur de tailler, ou qui le font à peine, puis ça a vraiment un impact souvent sur la productivité. On parlait de productivité tantôt, donc c'est peut-être un peu le message là, de nos conseillers. C'est tailler les arbres et les arbustes fruitiers, ça joue sur la productivité. Donc,
ça fait le tour de ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Je vous fais un autre petit clin d'œil pour vous dire, ben, soyez là jeudi prochain si vous avez envie d'entendre parler des filles à la mise en marché. Jeudi prochain de midi à 13h. Puis, ben, on est rendu à la période des questions. Merci beaucoup, Philippe. Merci aussi à Geoffroy. Merci d'ailleurs à toute l'équipe derrière ce projet-là. Hein. C'est quand même une grande équipe. Donc, on a Camille Auburn, Audrey Roy, Catherine Théberge, Mélodie Laroche, en plus de nos 2 chercheurs-présentateurs qui œuvrent derrière tout ce beau projet-là. Donc, les micros sont ouverts. Allez-y, on vous demande d'allumer vos caméras, s'il vous plaît. On est prêt à prendre vos questions. Olivier. Bonjour, merci beaucoup pour la belle présentation. C'est vraiment très intéressant. J'avais mis ma question dans le chat, mais je le redis. Là, concernant le tableau d'heures par hectare, puis la durée de la demande de travail pour chaque production, là, est-ce que ça vous a surpris? Là, je pense peut-être entre autres à Philippe qui enseigne à l'INAB. Est-ce que par rapport à ce que vous enseignez à l'INAB ou en culture fruitière, est-ce que le temps demandé pour certaines productions ou est-ce que ça vous a surpris par rapport à ce que vous enseignez? C'est une excellente question. Je te dirais, par rapport à ça, en production fruitière particulièrement, là, on n'a pas beaucoup de références par rapport à ça. Fait que souvent, on n'est même pas en mesure de donner des barèmes d'heures à nos élèves. On y va, c'est plus expérientiel, tout ça. Mais ça manque cruellement, ce genre d'informations-là, le technico-économique pour la production fruitière. Moi, ce qui ne m'étonne pas, c'est pour avoir essayé aussi de faire les mêmes, sortir un peu les mêmes stats avec des entreprises maraîchères, les estimations, quand les entreprises ne mesurent pas le temps consacré à une culture ou l'autre ou à une activité ou l'autre, on a des estimations, puis les estimations sont extrêmement variables. Je pense qu'il y a une variabilité à tous les niveaux, là, dans la productivité de chaque travailleur, puis ensuite de ça, dans la perception du temps que ça prend. Fait que ça donne une immense variabilité en bout de ligne. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui prennent les données sur ces éléments-là. Est-ce que nous avons d'autres questions dans le clavardage? Ou... Quelqu'un Madame Charbonneau, oui. Oui, ma question est, moi j'ai manqué la conférence précédente, puis je vais être absente pour la prochaine. Fait que je me demandais, y a-t-il une façon, ça va-tu être sur YouTube ou on va-tu pouvoir les voir? Oui, on vous a glissé tout à l'heure dans le clavardage, justement, le lien pour la page YouTube, dans le fond du CISA, où sont déposés les liens du webinaire. Donc, vous avez le lien du premier webinaire. Et puis, quand vous retournez sur la page, il y a aussi, il va y avoir la liste de lecture qui va se trouver être les 3 capsules webinaires. Là, moi, je ne suis pas très habituée aux conférences. Là, je suis sur mon téléphone. Ce lien-là, je peux-tu le recevoir par courriel ou on va vous j'ai du mal à comprendre où aller le chercher, je m'excuse. C'est sûr. En fait, peut-être que c'est plus difficile à voir sur la version mobile, mais il y a une section clavardage sur le Teams et puis le lien a été glissé là. Mais de toute façon, puis je le dis pour tout le monde, dans le fond, on va vous retourner à tous les participants et les inscrits le lien du webinaire présentement. Donc, ne vous en faites pas, puis ça vous donnera l'occasion, si jamais vous avez d'autres commentaires, des questions qui vous viennent par la suite, à retardement, de nous les transmettre à ce moment-là. Merci beaucoup et félicitations pour votre conférence. Très apprécié. Merci. Merci aux présentateurs surtout. Donc, est-ce que nous avons une dernière question dans le clavardage? Ça semble être de main levée. Donc, c'est ce qui va conclure le webinaire d'aujourd'hui. On vous invite évidemment au prochain webinaire jeudi prochain. Même heure, j'allais dire même heure, même date, même heure, midi, tapant. Donc, on se retrouve.
J'en profite pour remercier encore une fois les partenaires et collaborateurs du projet, soit Culture Innove, la Corporation de développement socio-économique de Saint-Camille, le Centre de recherche et de développement technologique agricole de l'Outaouais et le Motel agricole des Basques. Je vous rappelle que ce webinaire et le projet de recherche-action ont été rendus possibles par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, c'est ce qui conclut ce webinaire et je vous invite la semaine prochaine. Merci à tous. Merci, Merci.